Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Je reçois aujourd'hui le Dr Jean-François Albert, qui est chirurgien à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Le CIUS Mauricie Centre du Québec était un des projets pilotes ou projets vitrines pour le déploiement du dossier santé numérique. Et ce dossier santé numérique a bel et bien été déployé ce week-end à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. C'est donc l'occasion de discuter à chaud avec un intervenant du déploiement du dossier santé numérique, des écueils, des réticences, des problèmes, mais également, comme vous le verrez, du potentiel énorme de cette nouvelle technologie. Je vous souhaite une bonne écoute. Jean-François, bon après-midi. Bon après-midi, Jean-Pierre. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ben ça va, ça roule. On va le savoir dans quelques minutes. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots là, pour discuter d'un sujet chaud. C'est presque un psychodrame collectif, tu sauras me le dire. Donc, pour discuter de l'implantation du DSN, pour bien nous situer, là, on est le 12 mai à 17h45. On n'est jamais à l'abri d'un changement au niveau de cette implantation-là ou de l'évolution au cours des prochains jours. Donc, puis je trouvais que c'était une belle occasion là, de discuter avec toi là, de l'expérience, si tu veux, là, dans ton centre hospitalier, puisque tu es dans le centre du Québec, puis ça a été un des projets pilotes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté là, l'invitation. Ça fait grandement plaisir, Jean-Pierre. Ben oui, je vais essayer de te projeter un peu, peut-être, selon les questions que tu vas me poser, un peu l'historique de tout ça, mais aussi peut-être te donner une espèce de vue, pour ne pas utiliser le terme vitrine, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, on est le centre vitrine, mais je vais te donner une vitrine encore plus intéressante, là, justement, sur les 2 derniers jours, la fin de semaine, fait c'est tout chaud, là, fait que ouais, je vais essayer de te faire vivre à les gens qui t'écoutent là, un peu comment ça se passe sur le terrain. Excellent. Écoute, on va partir de la base là, peut-être pour un peu mettre la table pour les 45 ou 60 prochaines minutes. Là. Expliquer peut-être à nos auditeurs c'est quoi le DSN, parce que c'est peut-être souvent le genre de sujet dont tout le monde parle. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens, dont je suis, qui comprennent peut-être pas l'étendue peut-être du projet, puis ses éventuels avantages, parce qu'on parlait surtout des inconvénients là, depuis plusieurs mois. Ben, c'est comme ça, les médias, hein, on s'entend. mais essentiellement, moi, je suis peut-être un peu biaisé, là. Je pense que ça va être incroyable. Pour expliquer aux auditeurs, dans le fond, c'est quoi le DSN, dossier santé numérique.
essentiellement, c'est un dossier numérique 2026, là, un peu comme quand on ouvre maintenant nos iPhones, nos iPads de Google, on sent une technologie derrière ça qui fonctionne. Ben, c'est ça, mais pour la santé, alors qu'on est loin de ça actuellement au Québec et au Canada. On le sait, là, je vais le répéter, là, mais c'est les fax, les papiers, tout ça, c'est révolu. Puis c'est une façon d'introduire ça. Fait que le DSN, au fond, c'est la volonté de moderniser enfin là, notre façon de travailler dans la santé. Bref, là, c'est ça, c'est de se mettre à niveau. Euh, on parle beaucoup de technologie, mais concrètement, là, c'est surtout aussi en même temps un changement de culture qui tourne autour du dossier du patient. OK. C'était vraiment intéressant là, ce que tu avais discuté avec notre autre collègue lors de ton dernier podcast, là, de mettre le patient au centre. Mais c'est ça un peu, c'est ça qu'on ressent. On ressent que le dossier du patient devient l'élément central et tous les intervenants gravitent autour du dossier santé numérique. Ça, c'est vraiment une différente façon de pratiquer, un peu moins traditionnelle par rapport à ce qu'on a appris à l'université. Vraiment, je vais mettre de l'emphase. Là, on a toujours fonctionné avec plusieurs systèmes. Là, tu le sais, là, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ton centre, mais des dossiers papier, des fax, des notes dans un système informatique qui date des années 80. On l'imprime, on l'envoie, mais ça, là, ça ne se parle pas, tous ces systèmes-là. Le DSN, ben, il fait que tout ça se parle, tout ça est centralisé et ça serait la façon que je le résumerais, je pense, pour le commun des mortels. Là. On dirait qu'il y avait deux groupes de cliniciens au Québec. Il y avait ceux qui étaient impliqués dans les projets pilotes, puis ceux qui étaient spectateurs. Pour avoir parlé à quelques-uns des collègues qui étaient impliqués de plus près, comme toi, les gens disaient, écoutez, on doit aller de l'avant avec ça. C'est absolument nécessaire, comme tu le dis très bien. Alors que, disons, les spectateurs, plus à l'extérieur, dont je suis, voyaient plus les côtés négatifs, là, de dire ça ne fonctionnera jamais, ça va coûter une fortune. Donc, mais tu sais, je pense que tu le résumes très bien quand c'est une nécessité, là, je veux dire, on a l'image du fax en tête, mais c'est vraiment encore ça en 2026 dans les hôpitaux québécois. Là. Ouais. Je pense que, tu sais, le risque... Le risque d'erreur actuellement avec la façon qu'on fonctionne est trop grand. Tu sais, je pense qu'il faut juste regarder qu'est-ce qui se fait dans les entreprises, dans les grandes compagnies, la façon qu'on automatise les choses, qu'on protocolise les choses. Avec un système comme ça, c'est beaucoup plus facile de le faire. Puis l'extraction de données est plus facile de le faire. C'est vraiment, moi, quand je regarde la façon que Epic, parce qu'on va le nommer, là, c'est Epic qu'on utilise, là, le DSN, là, c'est une grande classe, mais c'est Epic, la compagnie qu'on est en train de regarder, comment ça fonctionne, comment on implante, ben, c'est ça que ça donne. Tu sais, ça donne une modernisation, puis on a juste l'impression qu'on aurait dû être comme ça 20 ans passés, là, 20 ans en arrière, un peu comme ton autre invité avait discuté. Je pense qu'on est 20 ans en arrière au niveau technologique et gestion de l'information sur le patient. Pour les gens qui ont moins suivi, il y avait 2 centres vitrines, comme tu le dis bien, là, au Québec. Là, il y avait le CIUS du nord de l'île de Montréal. Pour situer les gens, on parle de la région autour de l'hôpital Sacré-Cœur, puis Mauricie, centre du Québec, au Tué. Là, donc... toi, as-tu joué un rôle particulier, toi, dans disons, la mise en place de ce projet pilote-là, où tu étais un des utilisateurs comme les autres, disons? Non, ben, moi, personnellement, j'ai participé à ce qu'on appelle encore, des groupes de travail. D'accord. Fait quand le projet Vitrine nous a été annoncé via le CNDP, puis on applaudit, quelques-uns d'entre nous applaudissaient et disaient c'est cool, on va être les testeurs de tout ça. Ben, dans le fond, il y a eu
si on veut, une campagne de recrutement, des gens motivés qui croyaient au projet, puis des groupes de travail se sont mobilisés. Fait que les groupes de travail, ce que c'était essentiellement, c'est différents types de groupes de travail. Les groupes de travail servent à construire et configurer EPIC pour le Québec. Fait que il y avait des groupes de travail qui étaient beaucoup plus, on appelait ça vertical et horizontal et clinique, là. Fait que, grosso modo, mon groupe de travail, personnellement, c'était un groupe transversal qui était plus pour de la trajectoire de patients périopératoires. Fait que mon groupe s'appelait le groupe Uptime parce que EPIC appelle la gestion des patients qui transitent par le bloc opératoire Uptime. Et cette trajectoire de patients-là, c'était mon rôle de participer à ce groupe de travail. Alors qu'il y a d'autres groupes de travail qui étaient beaucoup plus cliniques. Par exemple, notre collègue Mathieu Lalancette, collègue local ici, était dans le groupe de chirurgie bariatrique, par exemple. Fait qu'il y avait des groupes de travail de chirurgie pédiatrique, générale, etc. Fait que beaucoup de sous-groupes, beaucoup plus cliniques pour répondre à des besoins cliniques précis de pratiques précises. Mais il y avait des groupes aussi qui étaient plus en termes de gestion globale de la trajectoire patient. Fait que tout ça est coordonné évidemment par ce monstre qui est EPIC. Et on n'est pas la première implantation. Je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder la vidéo que je t'ai envoyée sur l'implantation aux États-Unis, mais c'est incroyable. Le processus d'implantation d'EPIC commence des années à l'avance avec ça qui se bâtit et jusqu'au go live qu'on a vécu d'ailleurs en fin de semaine à 4 heures du matin, samedi matin. C'est comme faire un lancement d'une fusée. Navette, c'est une navette spatiale. Là. C'est à ce point-là coordonné et Fait que pour revenir à ta question, oui, j'ai fait partie d'un groupe de travail. Donc, plus rapidement, j'ai pu vivre EPIC, comment c'est la plateforme, comment qu'on entre à l'intérieur, c'est quoi qu'on voit, parce que des fois, c'est très difficile à comprendre là, d'une vue extérieure comme la tienne. Mais rapidement, ça fait que depuis 1 an ou 2, ceux qui participent au groupe de travail commencent à comprendre un peu la mécanique derrière ça, puis comment ça fonctionne. L'IMSanté est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Mon invité de la semaine dernière, j'inviterai les gens à l'écouter, le Dr John Kildee, mentionnait que dans le réseau de santé québécois, là, je ne sais pas s'il disait peut-être on a 40 ou 60% là, des données à l'intérieur des hôpitaux, puis du système qui est bon. Lui suggérait de peut-être conserver cette portion-là, puis de bâtir à partir de cela, alors qu'il utilisait l'image pour dire peut-être qu'avec Epic, on recommençait à zéro. Est-ce que c'est vrai ou c'est une image qui est un petit peu, exagérée? Là? Je ne sais pas si tu vois un peu le sens de la question. Là. As-tu l'impression de recommencer à 0-0-0, toi, là, dans le moment? Là, Pour ce qui est de la documentation, oui. OK. Mais pas la pratique médicale. Qui, non, c'est sûr que les patients sont encore là. Les patients sont encore là. La façon que je communique avec eux puis les traitements que je leur donne sont le même. Epic gère le dossier du patient et la façon que tu rentres les données. Donc oui, ça, c'est à zéro parce que Epic permet de tout gérer
Donc, il s'occupe de tout. Okay. C'est comme un clé en main. Puis j'ai bien accroché sur cet aspect-là. Puis je me rappelle très bien de ton autre invité. Je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qu'il prend tout en charge. Fait qu'au lieu de rajouter un élément qui manquait dans le réseau ou dans le contact patient, nommons-le comme ça, on peut le nommer comme ça, mais Epic, il fait tout ça. Donc oui, tout est à scraper et à recommencer, mais il faut faire attention à qu'est-ce qu'on recommence puis qu'est-ce qu'on part de zéro. On parle de la documentation, de la trajectoire patient, des façons de faire des prescriptions. Tout ça, c'est zéro. Epic, on part de zéro, en fait, parce qu'Epic fait tout ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis c'est certain que les coûts sont élevés parce qu'ils gèrent tout, là. C'est pas comme un petit logiciel qui gère le contact avec le dossier du patient ou la communication avec le patient. Puis un autre qui gère les rendez-vous, puis un autre qui gère les bilans. Epic fait l'ensemble de tout ça, mais c'est pour ça que les gens l'adoptent beaucoup à Ottawa, à différents endroits, parce qu'ils gèrent tout, là. Puis ils se communiquent bien, parce qu'à chaque fois nous on le voit, là, par exemple, on veut juste rajouter un module. On connaît Smart Endo, peut-être que tu connais, là, le module d'endoscopie, coloscopie qui uniformise. Non, tu ne le connais pas. C'est un logiciel qui est développé, que le Québec tente d'implanter partout dans la province pour uniformiser les rapports d'endoscopie. Là, on voulait absolument l'utiliser. On s'est dit, on va l'intégrer à Epic. Ça se fait, mais ce n'est pas aussi fluide. Donc, aussitôt que tu as différents logiciels qui fonctionnent, qui peuvent se parler, mais qui fonctionnent de façon séparée, c'est risqué. Fait que, à mon avis, là, parce que c'est moins fluide, la communication d'informations, puis tu as vraiment l'impression que ça bug là, quand c'est pas bien rodé. OK. Il y avait, tu l'as entendu, beaucoup les réticences liées peut-être surtout au début à la perte de temps associée là, à l'implantation, des réticences également au fait que les données soient hébergées à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du pays. Donc, c'est des choses que tu as entendues. Je me demandais dans un premier temps, toi, comment tu perçois ces réticences-là? Puis deuxièmement, j'imagine que tu avais un genre de rôle de grand motivateur là, pour convaincre les gens de passer à travers... Oui, ben ça, on nous le dit depuis le début. Là. En fait, on pèse pas les mots. Là. On dit que ça va être l'enfer, ça va être désagréable les premières semaines. Là. Puis on s'est toutes fait un peu avertir de ça. Puis c'est vrai, là, on vit l'enfer actuellement. Non, l'enfer, j'ai le sourire, là, mais c'est difficile. Ma tête est partout. On essaie de corriger les bugs. Fait que oui, puis en fait, c'est légitime parce qu'il y a clairement une baisse d'efficience et d'efficacité, puis c'est prévu, là. Il y a certains services qu'on baisse de 60%, d'autres qu'on va baisser de 20%, d'autres qu'on ne peut pas, l'urgence. Il faut continuer à plein régime. Fait que tout ça, c'est prévu et c'est réel. Tu as parlé tantôt de les données à l'extérieur. Là, moi, je pense que ça, c'est de la fausse information. Puis là, tu sais, je suis pas... je pense, nous, nos gestionnaires d'hôpital nous ont dit que c'est de la thèse, là, que c'est vraiment les données. En fait, c'est une question légale. Les données doivent être logées dans des serveurs locaux. Fait que je ne sais pas si c'est... là, je dis locaux, là, je parle peut-être Québec et ou Canada. Là. Je ne sais pas le fin détail, mais je ne pense pas que Epic a le droit de loger les données à l'extérieur. Puis là, moi, je pense que ce qu'on a entendu quelques semaines passées par le monsieur de la sécurité publique, là, je ne suis pas sûr que c'est de la bonne information là, de ce côté-là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins.
De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. J'aimerais que, là, tu parlais des pertes de ralentissement d'activité. Là, raconte-nous un peu, là, on parle de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Peut-être, je ne sais pas si tu étais de garde en fin de semaine, mais raconte-nous peut-être ce que tu as entendu de l'implantation ce week-end. Qui dit week-end dit souvent activité ralentie, donc je présume que c'était volontaire de débuter ça, donc la fin de semaine. Puis dans un deuxième temps, nous parler peut-être là, le vrai test, j'imagine, c'était peut-être hier matin, là, lundi le 8, lundi le 11 mai. Fait que déjà, les serveurs au Go Live, samedi matin à 4 heures, ont eu de la difficulté. Là. Le matin, samedi matin, il y avait on perdait le réseau, là, je ne sais pas comment le dire, mais on était logué sur notre session. La bande passante, je pense le terme. La bande passante. Fait que ça fermait. Fait que là, il fallait le réouvrir, puis ça fermait. Puis ça arrivait, c'était Mathieu Lalancette, mon collègue en chirurgie, là, puis j'étais en communication assez fréquente avec lui, puis je pense 7 ou 8 fois, mais tu sais, de façon intermittente. La différence avec lundi matin, c'est que le flow était beaucoup plus élevé lundi matin. C'est là le vrai test. Hein? Puis là, ma conjointe, qui est gynécologue, était à l'hôpital assez tôt. Là. Elle aussi est formatrice, puis des EPIC, là, puis elle était là à 7h ou 7h30, puis dès, je pense, 6h30, là, EPIC ne fonctionnait pas, et ce, jusqu'à, je pense, 9h ou 9h30. Donc, il y a eu entre 2 et 3 heures qu'EPIC ne fonctionnait pas. Zéro. Donc, on a même sorti les cartables d'urgence parce que c'est prévu par EPIC, là, les cartables rouges, là, qui sont ni plus ni moins tous nos papiers qu'on utilisait. On revient au format papier. On revient et le temps qu'on a commencé à démêler ces cartables-là qu'on ne pensait pas utiliser, mais qu'on a utilisé la première heure, là, EPIC a reparti. Fait que vers 9h30, 10h, on a été capable de faire. Fait qu'on n'a pas vraiment utilisé le papier, mais tout ça pour dire que le Mauricie, centre du Québec et Montréal, nord de l'île, a été paralysés pendant 2 à 3 heures. Là, les patients étaient traités, questionnés quand même, mais la documentation et la prescription ont dû attendre un peu. Là. Fait que, ça, c'était un moment, on se tournait les poches. Je me sentais un peu comme dans la COVID, là, où on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'était la prochaine étape, mais heureusement, ça finit par débloquer. Puis, quand on parle de ralentissement, disons, là, pour bien comprendre, quand tu parles d'un ralentissement de 50 à 60%, qu'est-ce qui crée ce ralentissement-là, finalement? C'est vraiment juste l'utilisation des modules par le clinicien? C'est quoi qui... Ah, oui, mais là, clinicien, vas-y plus large. Là, le clinicien, peut-être... En fait, c'est... Les pourcentages sont prédéterminés par EPIC, par expérience probablement, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres implantations dans d'autres hôpitaux, d'autres organisations. Okay. Et c'est des suggestions de ralentissement de débit. Je comprends. Il faut comprendre que le but de ça, c'est pas que le docteur écrive sa note. Là. Ça peut prendre pas plus de temps et même plus rapide parce qu'EPIC, on parle du négatif, mais le positif est vraiment là. Faire une requête opératoire, Jean-Pierre, là, c'est capoté. Là. C'est un clic ou deux, puis tu ne cherches pas la plaqueuse, puis tu ne cherches pas l'imprimante, puis tu ne cherches rien. Là. C'est vraiment rapide. La note, là, on se fait des... Fait en termes individuels,
potentiellement, après 2-3 patients, 2-3 jours, on peut même accélérer. Mais c'est pas là le bas qui blesse. Là. Le problème, c'est comme organisation, comme service. Il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a pas juste un docteur, tu le sais. Là. Il y a la secrétaire, il y a le préposé, il y a l'agente administrative, il y a l'admission, il y a le flot des patients. Fait que c'est ça qui diminue afin de permettre à tous ces joueurs-là de s'approprier le système. OK. Fait que c'est ça l'objectif derrière la baisse, pas imposée, mais suggérée. Puis évidemment, on va s'ajuster semaine après semaine, mais là, actuellement, là, les services qui peuvent se faire ralentir ont été ralentis volontairement. De façon préventive. Préventive. Dis-moi, on parlait des réticences, là, donc je comprends que toi, en tant que super utilisateur, ces réticences-là, tu les acceptes, tu les comprends, tu es peut-être même plus en mesure de les contrôler, de les juguler. Mais si tu me parlais un peu des réticences à l'interne, là, parce que je peux imaginer qu'il y avait des collègues qui étaient... ne serait-ce que j'ai déjà entendu dans d'autres contextes des réticences chez les collègues plus âgés là, qui vont dire, tu sais, moi, là, c'est pas vrai que je vais faire ce changement-là, je vais hâter ma retraite. Comment est-ce qu'on, à l'intérieur d'une grosse organisation, là, qu'on essaie de ramener, disons, les réticents à bord, puis parce qu'il faut que tout le monde embarque, là, on n'a pas le choix. C'est pas facultatif. Là, tu parles un peu comme les inquiétudes puis les choses. Fait que ben, il y a deux éléments là-dedans. Là. Il y a des gens qui n'embarqueront pas avec Epic. Là. Okay. On a des statistiques, puis je ne m'en rappelle plus, mais je pense que ça frôle le 5% de gens qui vont sauter. Là. Prendre leur retraite. Ne peuvent pas. Okay. Qui changent de CIUS, qui changent d'hôpital, qui fuient Epic, parce que c'est un système qui peut être potentiellement très complexe. Et prendre des retraites hâtives, dire ah ben là, moi, il me restait 6 mois, 1 an, je n'embarque pas là-dedans. Fait que je pense que c'est pas loin du 5%, que c'est prévu qu'on va perdre des joueurs. D'accord. Fait que ça, c'était pour répondre à une question, mais pour ce qui est de la réticence, c'est certain que oui, il y en a qui voient le potentiel et le bienfait, mais la réticence, ben, elle est justifiée, là, Jean-Pierre. Tu sais, c'est sûr que pendant des semaines et des mois, potentiellement, ça va être plus difficile alors que les gens étaient bien dans leurs pantoufles puis ils faisaient ça de telle façon pendant 5, 10, 15, 20 ans. Pourquoi vivre ça? Tu sais, c'est quoi la plus-value? Fait que c'est difficile de l'accepter parce que tu t'imposes une difficulté que tu ne t'attendais pas de vivre, là, parce que c'est imposé. Là, tu sais, c'est pas un choix. Oui, c'est ça. Dirais-tu que, Jean-François, que c'est un système qui est intuitif? Là? On est habitué de nos jours à prendre une tablette, un téléphone cellulaire, on va mettre ça dans les mains d'un enfant, puis après, c'est pas très long que l'enfant va comprendre. Comme utilisateur d'Epic, quand les premiers contacts, as-tu le sentiment d'être dans un système qui est intuitif ou dans un système où il faut vraiment maîtriser, je te dirais, le raffinement de la plateforme pour l'exploiter, disons, là, je sais pas. En fait, c'est pas intuitif initialement parce que c'est tellement lourd et puissant qu'il y a tellement d'options que tu peux t'y perdre. Okay. Par contre, si tu sais où aller, ça va. Si tu comprends le langage Epic, ça va. Donc, c'est un nouveau dictionnaire à apprendre. Tu le sais, en médecine, hein, on a un dictionnaire, des médecins autour d'une table qui parlent avec des gens qui ne sont pas médecins. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'impression que tu parles un autre langage. Hein? On s'entend. On a notre langage comme professionnel de la santé. Bien, Epic, ça rajoute une couche par-dessus ça. Okay. Donc, il faut que tu comprennes le langage Epic. Comme par exemple, si je te dis un ensemble d'ordonnances, un panel d'ordonnances, du pré-procédure, du post-procédure. Là, tu dis, c'est de quoi qu'il parle? Mais ça, il faut que tu le comprennes pour comprendre comment que Epic fonctionne. Fait qu'au début, tu l'ouvres pour la première fois comme un enfant qui ouvre un iPad pour la première fois, ben tu n'iras pas bien loin. Okay. Parce que tu ne comprends pas vraiment
Est-ce que visuellement, c'est beau? Oui, il y a des belles couleurs. Tu peux le personnaliser comme tu veux. Une fois que tu l'as personnalisé, tu l'as mis à ton goût, tu as enlevé les choses qui étaient moins pertinentes pour ta pratique, ben, ça devient de plus en plus intuitif, là. Pour donner là, tu m'as dit tantôt, tu sais, comme un enfant qui prend un iPad, ça va bien. Ben, pas que je les appelle des enfants, mais nos externes et nos résidents, ils sont pas mal mieux que les docteurs en pratique depuis. C'est rapide, là. Jean-Pierre, t'as pas idée. Des fois, ils nous apprennent des choses, alors, puis ça fait 1 heure qu'ils sont sur le système. Fait que je pense que pour la nouvelle génération, ça va être très, très, très facile. Je me considère encore dans la nouvelle génération, même si j'ai 10, 11 ans de pratique, mais puis peut-être que c'est justement pour ça que j'ai un petit peu plus de facilité, mais c'est certain que pour la génération plus qui termine leur carrière, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour peu de bénéfices à leur qualité de pratique, disons, entre guillemets. Ouais. OK. Oui, exactement. Disons, c'est une question qui peut venir du champ gauche, mais disons, si tu avais une note sur 10 à donner, disons, au réseau là, pour l'implantation ce week-end, là, jusqu'à aujourd'hui, mardi, 17h, tu te donnerais combien, disons? On va mettre la note de passage à 5. Ouais. De façon optimiste, je dirais 7, là. 7 à 8 sur des aspects plus, sur des aspects moins, là. Je pense que les cliniciens... Ben, en fait, ça n'a pas été aidé. Je pense que nos moyens de pression nous ont tiré dans le pied, là. Je ne veux pas partir dans cette discussion-là, là. Mais ça a été... c'est pour ça que je pense que je vais enlever 1 point. OK. À cause du fait qu'on avait fait des moyens de pression, puis ça nous a nuit grandement sur la préparation des cliniciens, surtout, des médecins. Ouais. Pour les collègues qui nous écouteraient, là, puis qui se disent mon Dieu, un jour, ce sera mon tour, on s'attend à combien d'heures de formation? Comme moi, par exemple, la journée où on va lancer ça dans le CHU Québec, je devrais m'attendre à investir combien de montants pour être à l'aise et pas trop dangereux? Il faut comprendre que il y a plusieurs aspects là, à ça. Là. Je vais essayer de le décortiquer. Il faut comprendre que nous, on n'est pas juste un centre d'implantation, mais on est un centre de développement qui est très différent. Parce qu'on est un centre vitrine, donc on développe le système pour le Québec. Donc, je t'ai parlé tantôt de nos groupes de travail, ben, c'est pour créer EPIC québécois. Là. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que ça rajoute une difficulté d'implantation particulière pour nous, parce que non seulement on doit apprendre EPIC, mais on doit déboguer EPIC pendant des semaines parce qu'il n'est pas adapté au Québec. Quand que cette phase-là de OK, EPIC fonctionne bien au Québec, donc on l'implante chez vous, par exemple, Jean-Pierre, ben, ça va être beaucoup plus facile. Là, on va plus parler en termes de comment on forme nos membres parce qu'on sait qu'EPIC fonctionne. Fait que ça va être très, très, très différent sur la difficulté d'implantation. Pour répondre à ta question, ton implantation, je veux dire, ton investissement de ton temps, je pense que concrètement, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a environ l'équivalent d'1 journée et demie à 2 journées de formation. Et on suggère, EPIC suggère je pense, 3 à 5 heures d'auto-formation, fait que s'amuser dedans. Mais c'est nettement sous-estimé, à mon avis. Puis peut-être que c'est amplifié par la raison que je viens de te mentionner, mais moi, personnellement, pour commencer à me sentir à l'aise, j'ai probablement mis entre 10 et 20 heures de mon temps personnel. C'est quand même pas dramatique, je dirais. C'est pas des semaines, là. Donc... Donner un exemple, puis là, ça, on parle d'une implantation. Quelqu'un qui vient chez nous,
pour faire du remplacement, par exemple, je sais pas, dans 1 an, une fois que ça va être bien implanté, ben le EPIC a de la formation de remplaçants, d'externes, de résidents, parce que tous ces gens-là doivent être formés à tous les mois pour venir travailler chez nous. Je pense que c'est une auto-formation de 2 heures avec un petit test à la fin, puis normalement, les gens sont capables de travailler avec EPIC. On n'est pas les premiers à commencer à travailler avec EPIC. EPIC est partout, puis il y a une technique là, d'ajouter un membre. Fait que ce que je t'ai mentionné comme nombre d'heures et de peut-être, mettons, grosso modo, une demi-semaine à 1 semaine, là, c'est vraiment pour du développement d'un nouveau centre, là, fait qu'un go live, là, si tu veux partir ça chez vous. OK. Dans le moment, là, disons, à Drummondville, quand on parle de l'implantation là, du DSN, c'est uniquement à l'hôpital ou on est aussi dans les cabinets médicaux, GMF ou... C'est sûr que EPIC, c'est une plateforme hospitalière. Ce n'est pas dans les hôpitaux. Ils ont des accès à EPIC en lecture seule. Puis là, je n'ai pas le fin détail là, de qu'est-ce qu'ils ont accès et c'est quoi la plateforme qu'ils utilisent, mais je sais qu'ils peuvent consulter EPIC. Par contre, ce n'est pas le même EPIC qu'on utilise à l'hôpital. Okay, ben, c'est le même, mais je veux dire, c'est pas les mêmes outils. Donc, toi, avec un système à maturité, tu vois un patient à l'urgence, tu n'auras pas accès aux notes du GMF, disons-là, du bureau du cabinet de médecin de famille. S'ils n'utilisent pas EPIC. Et ça, je ne veux pas, je sais pas, c'est un bon point, okay. Jean-Pierre, je ne veux pas trop m'avancer sur ce côté-là parce que je ne sais pas à quel point ils peuvent nourrir EPIC ou juste tirer de l'information d'EPIC. Okay. Fait que ça, je faudrait peut-être... ça serait un bon podcast futur. Une question à suivre. Ouais. Dis-moi, avec le recul, là, on parle, toi, de le début, disons, de ce projet, quand ils vous ont donné ce cadeau. Là, il y en a qui diraient peut-être un cadeau de grec, mais c'est peut-être aussi une opportunité extraordinaire. On recule en 2000, en quelle année, disons? Tu me parlais d'1 à 2 ans, c'est... La première fois, disons. Les premières fois qu'on a parlé, je pense que c'est environ 2 ans passés. 2 ans, okay. 2 ans passés, oui. OK. Ouais. Puis, avec le recul, là, puis l'expérience que tu as, est-ce qu'il y a des choses, tu dis, peut-être pas des erreurs, mais encore une fois, je pense aux futurs collègues. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui. Je pense que le support sur le terrain des cliniciens qui ne sont pas à l'aise aurait pu être optimisé. Je pense qu'on a un titre là, que je n'ai pas, là, qui s'appelle un super utilisateur. Un super utilisateur, c'est quelqu'un qui est super bon avec EPIC, là, grosso modo, puis qui aide ses collègues. Fait qu'il y a des super utilisateurs qui ont été créés, surtout au niveau peut-être nursing. OK. Fait que ça, on a. Mais des super utilisateurs docteurs, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est justement pour la raison que je t'ai mentionné tantôt, la démotivation en raison des moyens de pression. Ce qui fait que là, pour l'implantation, ben, il y a des gens qui sont bons puis qui se débrouillent. Puis ceux qui ne sont pas bons, ben, il n'y a pas de super utilisateurs pour les aider sur le terrain. Donc, je pense que ça prend vraiment dans chaque centre hospitalier et chaque service peut-être même ou département des super utilisateurs pour supporter les collègues et les déboguer et faire que la journée continue. Puis évidemment, ces super utilisateurs-là, ben, il faut qu'ils soient rémunérés. Là. Fait que le docteur, tu sais, je pense que ça peut... il y a toujours une question de coût derrière ça, là, mais ça pas de bon sens, qu'on ne soit pas rémunéré pour ce travail-là. Les gens sont rémunérés quand on est formateur, des choses comme ça, mais juste d'aider ses collègues comme que je fais cette semaine, je ne suis pas rémunéré pour ça. Là. Je le fais vraiment. En plus, je présume qu'à toutes les fois qu'il y a un petit accrochage, il y en a qui se font un plaisir de te rappeler... Je savais que ça fonctionnerait pas. C'est mon texto, là, ne dérougez pas depuis 2 jours, puis parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ma pratique, puis j'aime mes collègues, puis j'aime mon hôpital, mais tu comprends que oui, c'est certain qu'aussitôt que tu sors du lot sur ton aisance avec le système, mais ça devrait être organisé plus pour les docteurs, parce que vraiment, je pense que les docteurs, puis je reviens, là, je pense qu'on s'est tiré dans le pied, mais
mais je pense qu'il faut que ça soit clairement mieux organisé pour une implantation. Donc, ça va être... j'ai bien hâte de voir la suite, écoute. Mais as-tu une idée, toi qui es proche là, du réseau, là, puis proche de ce projet-là, là, à maturité d'abord au Québec, est-ce qu'on a un horizon de temps selon toi? As-tu entendu des chiffres? Est-ce on parle d'1 an, 5 ans, 10 ans? Oui, on avait, nous, c'est Jocelyn Gervais, là, c'est un interniste qui chapeaute, qui est le docteur, qui chapeaute tout ça, là, puis il nous avait présenté, là, on parle d'environ, en fait, EPIC, c'est tellement gros qu'il y a des études sur toute leur implantation, là, puis on avait des statistiques sur la reprise du débit, puis la reprise de tout ça, puis même l'augmentation potentielle du débit. Et grosso modo, là, c'est certain que certains services peuvent reprendre le même débit après quelques mois. Là, je parle plus de, mettons, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais qu'en termes organisationnels, je pense on se rapproche plus de l'année. Là. D'accord. Et ça, c'est pour un centre, mais as-tu entendu des prédictions pour le déploiement à l'échelle du Québec, disons? Excuse. As-tu entendu des chiffres là-dessus? C'est quand que le reste du Québec va avoir EPIC, c'est ça ta question? En gros, parce que la question que je me disais, c'est bien, OK, toi, tu l'implantes à Drummondville, là, parfait, puis vous êtes fonctionnel, mais toi, tu m'envoies un patient, moi, je vais t'envoyer une lettre papier. Je veux dire, là, ça, c'est prévu. Là, il y a une place immédiate. C'est ça, mais tant qu'on n'est pas déployé partout, on reste encore avec ce petit accrochage. Je veux dire qu'il y a encore du papier qui circule, puis moi, je vais continuer à te dire, écoute, envoie-moi tu vas m'appeler, je vais dire, envoie-moi un fax. Donc, on reste avec un système hybride tant qu'on n'est pas déployé. Je pense que on se le cachera pas. Là. Je pense que le but, c'est on est vitrine. Là. Donc, on part ça, on l'adapte pour le Québec, on regarde qu'est-ce que ça donne, puis après ça, le plan, c'est de le déployer partout. Là. C'est ça l'objectif du DSN. Mais je sais pas. Ça va dépendre du coût des gouvernements. J'ai aucune idée. Moi, je pense que nous, on va être mature probablement dans 1 an. Dans 1 an, probablement que là, on va pouvoir commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Puis là, on parle de Drummondville, mais on s'entend Mauricie, Centre du Québec, plus Montréal, on est probablement une dizaine d'hôpitaux. Fait qu'on va regarder, OK, comment ça se passe dans ces 10 hôpitaux-là? Qu'est-ce qui est l'efficacité, l'efficience, le débit, toutes ces statistiques-là, ça va pouvoir se ressortir. Puis c'est quoi, ça fonctionne-tu bien, ça fonctionne pas bien. Puis là, après ça, ça va être un déploiement progressif pour le reste du 90% de la province. Mais ça va-tu être par phase, ça va-tu être par... ça peut pas être tout d'une shot, là, oublie ça. Là, je pense que ça va être par secteur. Là, puis ça va être comme ça, à mon avis. Là. Mais là, ça, je spécule, là, mais je pense que c'est la façon la plus logique de le faire pour le gouvernement. Là. Il est fort possible que les coûts soient un enjeu. Là. Une fois qu'on aura fait tout cela... Exactement. Est-ce que les coûts en vaut la chandelle? En même temps, je ne sais pas quoi dire. On a besoin de ça. Est-ce qu'on va sauver des coûts ailleurs? Je ne sais pas. J'avais la discussion avec une collègue cette semaine, puis elle évoquait le concept de la dette technologique. Elle me parlait de certains pays d'Afrique, notamment, qui n'ont jamais implanté les lignes téléphoniques en sachant que le cellulaire s'en venait. Je sais pas, une crainte qu'on pourrait avoir avec un système comme EPIC, c'est de dire, finalement, peut-être qu'il y a d'autres technologies plus fluides, moins dispendieuses, qui vont peut-être venir à maturité alors qu'on n'a pas encore fini d'implanter ce système-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que, je parlais, moi, au travers du balado, je parle à toutes sortes de personnes qui développent toutes sortes d'outils, puis ça m'amène parfois à remettre en question ce modèle de dossier santé numérique, mais sans le connaître, tu sais. Donc, maintenant, on a des scribes électroniques, on a des... Le téléphone peut avoir une foule d'informations. Là, John Kildee parlait peut-être que le patient soit au cœur de son propre système de santé. Mais finalement, le patient, est-ce qu'il pourrait l'avoir, son dossier médical, sur son système, sur son téléphone, puis te le partager
quand ils te voient, est-ce que ça a besoin d'être centralisé? Une sorte de réflexion que je me faisais, puis je me disais peut-être qu'on va arriver dans 20 ans, on va 10 ans, disons, on a déployé tout cela pour se rendre compte finalement, mais il y a des technologies, finalement, qui ont été dépassées par les avancées technologiques. Je ne sais pas si tu vois un peu mon questionnement. Oui. Mais en même temps, mais si on l'attend pas avoir la réponse. Un autre 20 ans, puis là, on va être 40 ans en arrière. Exactement. Fait que je pense que Epic, l'avantage... Ben, tu sais, je ne suis pas un vendeur Epic, là, je parle comme non. Mais tu sais, ce qu'on regarde, c'est le mammouth, là, c'est la compagnie qui gère tout, là, tu sais, le contact avec le patient. On a maintenant des applications MyChart, fait que moi, j'écris une note, il voit instantanément, les bilans, il les voit, fait que il en fait beaucoup. Est-ce que Epic va évoluer? Parce que dans nos ordinateurs maintenant à l'hôpital, Epic, quand ils font 2 fois par année des grosses mises à jour avec des améliorations, fait qu'il est évolutif, Epic. Puis là, on a de la dictée intelligente intégrée qu'on a rajoutée à notre formule. Est-ce que dans 2 ans, on va avoir l'intelligence artificielle d'intégrer comme qu'on utilise Plume actuellement et les autres? C'est toutes des choses qui peuvent potentiellement se faire. Je sais que mon intelligence artificielle que j'utilise s'intègre à Epic. Fait que je pense que d'avoir une solution technologique de pointe comme Epic, au contraire, nous permet d'évoluer avec la technologie. Moi, c'est ma façon, là, mais ça prend une base comme ça, parce qu'actuellement, on n'a pas. On a zéro base. On a zéro, c'est ça. Mais ce que je retiens, je te dirais que les discussions que j'en ai eues, tu parlais de Mathieu Lalancet tout à l'heure, c'est que les gens qui sont proches du système semblent être quand même favorable à son implantation, là, ou à moins, toi, je ne sais pas, as-tu des collègues formateurs qui se sont désengagés ou tu dis que globalement, non, la majorité des gens sont embarqués et sont restés à bord? Ceux qui ont embarqué initialement puis qui ont été formateurs et ou super utilisateurs, là, pour le peu qu'on a, mais ils ont resté. Puis souvent, au contraire, c'est eux qui tirent sur, tu sais, qui traînent les moins habitués. Là. Pas traîner, là, c'est un mauvais mot, là, mais je veux dire qui les aident à cheminer là, dans le processus. Là. Écoute, on va se souhaiter la meilleure des choses, la meilleure des chances pour ça. On va attendre la suite. Là. C'est très gentil. Peut-être que ce sera un épisode à reprendre dans quelques mois. Là, donc... quand vous serez rendu à maturité. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, on est chaud, là, mais j'aimerais, je pense que soit moi ou quelqu'un d'autre, une fois que ça va être, la poussière aura retombé, parce que là, on est dans la gestion de bugs, là, vraiment, là, c'est notre prescription d'agrafe ne va pas au CLSC, là, on est à ce point-là, dans les bugs, là, fait que on est dans le fin détail et la programmation même. Là. Je me sens comme un ingénieur informaticien. Là. Okay. Mais dans 6 mois, ça va être différent. C'est vraiment de voir comment notre pratique va avoir pu changer. Je pense que ça pourrait être une suite là, à aujourd'hui. Excellent, mon cher. Écoute, pour la formule du balado, on atterrit ça toujours un peu plus doucement là, avec une petite section baguette magique. Là, sinon... on ne veut pas être que ce soit trop lourd. J'ai hâte de voir, je te poserai la question. Si tu pouvais changer une chose dans le réseau par magie, là, Ben, moi, tu vois, je pense qu'il faut... Les outils technologiques qu'on peut avoir doivent nous aider à diminuer l'administratif et à passer plus de temps avec le patient. Moi, je pense, j'avais trouvé un outil technologique qui était l'intelligence artificielle que là, je ne sais pas si je vais l'utiliser encore beaucoup avec Epic, là, parce que je ne peux pas gérer 2 choses en même temps dans ma tête, mais c'était quelque chose qui m'avait permis de changer un peu ma façon dont j'interagissais avec mes patients, mes consultations, mes suivis. Je trouvais que ça apportait un élément humain. J'avais plus besoin de faire d'autres choses en même temps que je lui parlais. Fait que le contact avec le patient doit être amélioré, je pense. C'est ça notre rôle, c'est ça. Fait que tout ce qui est administratif et clérical devrait être diminué. Le danger avec la technologie comme qu'on a actuellement, Epic, ben, ça se peut que ça nous en donne plus parce que c'est toi qui prescris tout, c'est toi qui organise les suivis, t'en fais plus, mais j'espère que l'efficacité, l'efficience qu'on va gagner, puis même si on fait un petit peu plus de choses, ben on puisse passer un petit peu plus de temps avec nos patients.
Penses-tu que, parce qu'on entend beaucoup parler d'épuisement professionnel, puis chez les médecins, les collègues, là, donc des gens parfois près de nous, mais penses-tu que ça va améliorer ta qualité de vie au travail, là, de dire, je rentre au travail le matin plus enthousiaste, je sors moins fatigué, je vais peut-être à la limite envisager d'avoir une carrière plus longue parce que je vais avoir une meilleure qualité de vie au travail, au-delà du contact avec le patient. Peut-être qu'il tourne autour là, quand le patient n'est pas là, mais que nous sommes encore là en train de gérer la pratique. Là, puis ta question est reliée à Epic, là, encore, au DSN. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Moi, personnellement, ça va corriger beaucoup de mes irritants. Là. Moi, je cherchais Jean-Pierre là, dans une paperasse, puis de la plaquer, puis il n'y a pas le dossier, puis courir dans le bureau d'à côté pour trouver ma requête opératoire parce que j'en ai plus. Ça n'existera plus, ça. Tu sais, fait que un autre exemple, la trajectoire du patient ou le formulaire que si tu veux faire changer un mot, il faut que tu l'envoies au comité des formulaires qui n'est pas dans le même hôpital que toi, qui passe dans le SUS pour le suciser, pour qu'il revienne chez vous, puis 2 ans plus tard, il n'est pas encore changé. Ça n'existera plus. Ça, c'est les 12 travaux d'Astérix. Oui, il y en aura. Epic, si tu veux changer ton arrêt de travail, tu le changes. Là. Okay. Si tu veux que ta note sur ta note d'équipe multidisciplinaire, elle change, puis qu'il y a d'autres choses qui apparaissent, tu la changes, puis ça va être fait. Là. Fait que ça te donne beaucoup plus d'outils pour bâtir ta pratique puis la rendre tienne. Là. Fait que c'est vraiment... pour moi, ça me donne des ailes puis ça me donne le goût de continuer à mettre de l'énergie puis de m'investir. Alors que avec la structure qu'on avait jusqu'à avant quelques jours, d'essayer d'améliorer ou de changer quelque chose, c'était les 12 travaux d'Astérix tout le temps. Puis ça apporte des burn-out quand tu n'es pas capable de faire des changements. Exactement. Exactement. Ouais. Écoute, en conclusion, finalement, as-tu une rencontre de rêve? Là, j'hésitais. Tu m'avais posé la question. Ouais. Ça, c'était la plus difficile des questions. On garde toujours la difficile pour la fin. Ouais. Là, j'ai hésité. Je me suis dit qui pourrait représenter, qui serait un bon représentant d'Epic, là, tu sais, J'hésitais entre... écoute, c'est drôle, là, mais j'ai pensé à Laurent Duvernay-Tardif, qui est un jeune médecin de l'heure. Comment qu'il verrait ça, lui, de son côté? Tu sais, un nouveau, là, du sang frais. Comment qu'il... Fait que j'aimerais peut-être le rencontrer pour voir, regarde, comment tu vois ça, toi, Epic, là, dans tes yeux de jeune docteur. Et sinon, une personne que j'aimerais vraiment rencontrer qui m'avait, je trouvais ça, quand j'ai vu ça dans les nouvelles, là, notre nouvelle gouverneure générale, elle l'est-tu encore d'ailleurs? Julie Payette. Non. C'était 2 avant, ça. C'est 2 avant? Ben oui, parce qu'il y a eu Mary Simons, puis ensuite, là, c'est Louise Arbour maintenant. Donc, OK, ça on change. retarde un peu. T'es pas monarchiste. Mais Julie Payette, tu sais, une femme qui a été dans l'espace, puis qui est gouverneure générale, puis tu sais, qui a déjà été gouverneure générale, puis tu sais, une femme qui regarde, là, qui a un esprit beaucoup plus... je pense, scientifique et global des besoins pour la société. Là. Je pense que c'est une femme qui serait quand même assez intéressante à jaser ou prendre un verre de vin. Fait que voilà, j'avais pensé à elle, mais c'était... mais sinon, je sais pas. Ma blonde dirait, Jeff, t'es trop antisocial, là. T'as pas le goût de... Écoute, 2 excellents choix. Écoute, mon cher, donc je te remercie d'avoir pris le temps. Puis, donc pour ceux qui écoutent le balado, là, donc on va aller écouter le match de hockey là, qui est dans pas très longtemps. Donc, on était donc le 12 mai 2026 pour discuter de l'implantation du dossier santé numérique dans le CIUS Mauricie Centre du Québec. Merci Jean-François. Ça fait grandement plaisir. Fait qu'on s'en reparle. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.